Salut à tous et bienvenue dans Social Blog sur i24 News, le magazine de la nouvelle génération du Moyen-Orient. Chaque semaine, on vous fait découvrir ceux et celles qui font bouger les sociétés. On en débat avec nos blogueurs. On va terminer ce soir la série d'émissions spéciales qui, à travers les reportages qui vous ont marqué, nous permettent de regarder la nouvelle génération du Moyen-Orient à travers différents mots. Et donc, on va ce soir parler du mot paix avec tout d'abord Sarah Benazra. Bienvenue Sarah, vous êtes blogueuse et vous coordonnez le collectif du blogueur du mouvement Yala Young Leader, c'est bien ça? C'est ça, exactement. Merci Bonsoir. d'être avec nous avec plein de projets pour la paix. Puis la paix et le conflit, il en parle souvent à sa manière, avec sa plume très acide sur Route Israël. C'est notre Israël Tavor national. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Israël. On va donc faire le tour des initiatives de paix, efficaces, diverses et parfois aussi maladroites. On va commencer par un voyage en plein désert du Negev à l'Arava Institute où nous avons suivi Hassem. C'est un jeune Jordanien venu en Israël pour étudier les solutions environnementales aux problèmes auxquels est confronté tout le Moyen-Orient. La paix par l'environnement, est-ce que cela marche? Élément de réponse dans ce portrait signé Denis Weibel. Fin de journée pour Hassem. Originaire du nord de la Jordanie, il étudie depuis 2 ans les solutions environnementales de demain à l'Institut Arava, au cœur du désert israélien. Cet institut de recherche est unique par son but, mais surtout pour la mixité des étudiants. Pour Hassem, tout est parti d'un article de journal. Mon père avait remarqué une annonce dans le journal. Cela parlait d'un institut environnemental qui réunirait des étudiants de toutes nationalités. Il ne m'avait pas dit que c'était en Israël. Quand je l'ai vu, j'ai fait « waouh ». J'en ai parlé à mon père et il m'a dit « fais-le ». Être avec des Jordaniens, des Palestiniens, des Israéliens, des Arabes américains ou des Européens ainsi que des Australiens, c'était tout bonnement incroyable. Je vis avec ces personnes. Pour ses camarades israéliens, cette découverte de la nature est aussi une découverte de l'autre. Je n'ai jamais eu l'occasion de savoir ce que les Palestiniens pensent, parce que je n'étais pas en contact avec eux. Parler de politique, c'est chacun qui s'énerve en écoutant les points de vue des uns et des autres. Mais à la fin, 30 minutes plus tard, vous dînez avec eux ou alors vous finissez par jouer au chèche-bêche ou aux cartes. Hassem retrouve ses amis au coin du feu. Ici, on parle et on chante en anglais. Le jour se lève sur Beth Arava. Les élèves sont en cours, ils étudient les solutions de demain dans une région où les problèmes d'eau, d'agriculture et de développement durable se posent plus qu'ailleurs. Notre but est d'aider à construire la prochaine génération des leaders environnementaux. Ils seront capables d'apporter des solutions plus créatives, durables et pacifiques aux défis qui touchent l'environnement dans la région. Les étudiants viennent de partout dans le monde, mais pour les jeunes Jordaniens et Palestiniens, venir étudier en Israël demande beaucoup de courage. Pour qu'un Jordanien comme Hassem soit venu ici, il faut être incroyablement unique. Dans un pays si différent, il faut être unique pour quitter la Jordanie et venir étudier dans ce pays ennemi si différent. Vous devez vraiment être spécial. C'est la même chose pour les Palestiniens. Derrière cette camaraderie, c'est une découverte de l'autre qui s'opère et crée des amitiés durables, sans pour autant changer les points de vue sur le conflit. Après 1 an ici, j'ai remarqué que pratiquement tout le monde a changé d'une façon ou d'une autre et c'est différent pour chacun. Cela peut être au niveau politique ou alors juste rendre la personne plus ouverte. Mais en général, tout le monde traverse cette expérience et finit par être plus tolérant et par avoir plus de volonté d'écouter le point de vue des autres, même s'ils ne sont pas d'accord avec. C'est une expérience qui vous change la vie et c'est une opportunité qui n'arrive pas 2 fois. Cela offre la possibilité de se rencontrer. On peut créer des relations à long terme, des relations plus intimes et personnelles pour construire une confiance. La ressource la plus rare au Moyen-Orient, c'est pas l'eau, c'est la confiance. Nous n'avons aucune confiance. Et c'est ici à l'Institut de l'Arva que nous essayons de construire. On construit des ponts au lieu de construire des murs. Nous essayons de créer une confiance entre les gens dans cette région. On compte sur nos anciens élèves pour sortir de ce cercle de la violence vers une nouvelle ère de coopération et de paix durable. Alors Sarah, ça doit vous rappeler des souvenirs parce que vous avez étudié 6 mois dans cet institut? Oui, c'est plein de très bons souvenirs en fait. C'est un institut assez unique où vraiment on vit, on étudie, on n'a nulle part d'autre où aller, on est tous ensemble pendant 2 semestres. Alors ces gens qui se rencontrent, est-ce qu'ils étaient déjà prêts finalement à la rencontre ou est-ce que c'est vraiment le but environnemental, le but des études qui fait que ça a créé cette rencontre?
C'est assez formidable parce qu'en fait, non, on n'aurait pas forcément eu l'occasion de se rencontrer parce que justement, il y a ce cadre d'études avec, à la fin, on peut faire des études, on peut faire un master. Et donc, c'est ça qui vraiment, en fait, donne envie aux gens de venir et on se rencontre. Et ça devient quelque chose de plus grand que juste étudier ensemble. Et les discussions qui sont décrites sur le conflit, qui se terminent tout simplement à jouer à la guitare ou à jouer ensemble, c'est une réalité aussi. C'est ça, parce que c'est un petit kibbutz qui est au milieu de la Arava, c'est-à-dire qu'il n'y a nulle part où aller. C'est-à-dire que si on a eu une dispute en cours ensemble, on rentre à la fin dans la même chambre, et il faut quand même qu'on vive ensemble. On finit par éviter les sujets qui fâchent ou pas du tout? Non, on n'évite pas, on trouve juste qu'il y a d'autres sujets sur lesquels on peut aussi se disputer ou s'entendre. Israël, est-ce que vous pensez que finalement des enjeux plus forts finalement que le conflit, comme l'environnement, comme l'économie, peuvent être les facteurs pour faire la paix? Oui, en particulier l'éducation, mais le problème c'est que c'est un petit peu un exemple unique. C'est-à-dire qu'on aurait eu un programme Erasmus au moment de la paix avec l'Égypte et après avec la Jordanie, ça aurait été formidable. Simplement, on n'a jamais eu ça du tout. Aucun programme n'a été mis en place de ce genre. Oui, juste un petit point. Quand je suis allé en Égypte, j'ai pu le voir de mes propres yeux avec des jeunes qui avaient des clichés sur les Israéliens qui étaient absolument hallucinants. Est-ce que c'est que des privilégiés qui participent à ce genre de programme? Dans la mesure où ils font un certain niveau d'anglais, ce sont un peu des privilégiés, mais on a vraiment de tout. Et c'est vrai qu'un peu notre but secret, c'est qu'un jour, il y ait un ministre de l'Environnement dans chacun de nos pays qui soit un ancien élève de la Harava et qu'on se connaisse tous. Popularisé par Yasser Arafat, le kéfier est devenu un véritable symbole de la cause palestinienne. Partant de là, un collectif de créateurs parisiens a lancé le IKEF, le Jewish Kéfier, pour pacifier cet objet et délivrer, selon eux, un message de paix. Dorothée Mani nous parle de sa démarche dans ce reportage. Paris, Canal Saint-Martin, au cœur du nouveau quartier tendance de la capitale tricolore. Dorothée Mani promène son IKEF, le Jewish Kéfier. Cette fashionista trentenaire a créé avec deux amis le IKEF, le kéfier pour la paix. L'un des trois associés savait pertinemment que le kéfier initialement avait été porté par tous les nomades de toutes les communautés. Le kéfier, coiffe traditionnelle des paysans arabes et bédouins, devient un signe de reconnaissance des combattants de la révolution arabe de 1936 au Moyen-Orient contre les Anglais. Dans les années 60, il incarne à travers Yasser Arafat le symbole de la cause palestinienne avant de faire son apparition sur le podium de mode à la fin des années 2000. On essaye de dépolitiser cet accessoire et dire voilà, on l'a tous porté, rendons-lui un message apaisé. Et finalement, le simple fait de parler de paix, c'est déjà un engagement. Étoile de David et phrase en hébreu, le IKEF prône autant la coexistence que la reconnaissance d'Israël par ses voisins, un message qui fait réagir et trouve un écho. Il y a un accueil qui est globalement très positif. Si on va aujourd'hui sur la page IKEF sur Facebook, on a des fans qui viennent du Maghreb, qui viennent d'Égypte, on en a un ou deux qui viennent d'Iran, etc. C'est mission accomplie dans le côté on ne reste pas entre nous avec une vision, elle se partage. Autant objet d'apaisement, mais aussi de polémique, le IKEF vendu en ligne se confronte aux réalités du conflit. Une petite anecdote, l'autre jour sur le mur d'IKEF sur Facebook, une dame dit après avoir volé les territoires, vous volez un accessoire palestinien, vous êtes bien des juifs pour faire de l'argent sur un accessoire palestinien. On lui a répondu que le message était censé être fédérateur, que toutes les communautés nomades avaient porté cet accessoire et que personnellement, ce qu'on avait volé, en fait, c'était un Kinder en 91. Et ça l'a détendu et on s'est permis de lui dire, en tout cas, bonne journée, au plaisir de se revoir sur le mur, etc. Et on se dit parfois, c'est avec des petits détails comme ça qu'on finit par démystifier les interlocuteurs quelque part de l'autre camp. Objet de paix ou accessoire inévitablement politique, nous avons mis le IKEF dans les mains des Parisiens. Foulard venu d'ailleurs. Arabe, je dirais, mais je ne sais pas du tout. C'est les trucs de Yasser Arafat? Je sais pas, c'est de l'arabe ou pas? Non, c'est de l'hébreu, ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est un chèche qu'on peut mettre comme un foulard, j'imagine de plusieurs façons différentes, mais après il faut être un peu technique. Sans problème, c'est une bonne idée. Le message est quand même intéressant, porteur de plein de belles choses et d'espoir, donc si. Ça a du sens. J'ai dit Inch'Allah, oh là, avec ça j'ai encore faire plus femme. 4000 km plus loin, au cœur de la vieille ville de Jérusalem, la mode passe au second plan et le IKEF fait débat. C'est peut-être un t-shirt, mais pas la paix. Je peux pas. Kéfier pour la paix. C'est word.
Shalom, peace, salam. C'est pas grave, la paix, c'est ici. Shalom comme la paix, cela ne signifie rien pour moi, c'est juste un mot. La paix, ça commence à l'intérieur, pas à l'extérieur. Je veux l'écrire ici. S'il le porte, pas de problème, je n'aime pas le kéfier. Je vis ici, mes amis. Si je le portais, il dirait « tu es de ce côté ou de l'autre ». Si beaucoup de gens pensaient que nous sommes tous pareils, ce serait la paix. Disponible sur le net, le message IKEF passera par quelques boutiques très pointues dès le mois de septembre. Le dénominateur commun de tous ces gens qui sont somme toute assez différents, c'est que ce sont ce qu'on appelle nous des nomades urbains, en fait. Alors, j'aimerais avoir votre sentiment sur ce Jewish kéfier. Est-ce que c'est un pur objet de propagande, de business, Israël ? Business, mais on dirait un petit peu que ce sont des juifs qui aimeraient porter le kéfier, mais qui ont peur que ça fasse trop pro-palestinien, donc ils l'ont un petit peu judaïsé. Donc c'est un peu... Ça me gêne un peu, franchement. Est-ce que, d'après vous, c'est quelque chose qui peut aider à la paix, à la compréhension et au dialogue, ou finalement c'est quelque chose qui légitimise l'État d'Israël ? Un peu plus polémique finalement comme objet ? Je trouve que c'est un effet mode, c'est un effet business. Après, de mettre ça sur le dos de la paix, je trouve ça un peu facile. Et à la limite, s'ils avaient fait ça avec un musulman ou un arabe chrétien de France, là, j'aurais compris un peu plus le fond de l'histoire. Alors c'est vrai que le kéfier en Israël n'a pas forcément la même portée. Hein. C'est arrivé sur les podiums en Europe, dans l'Israël. D'ailleurs, au tournage de ce reportage, notre reporter a eu énormément de soucis à Jérusalem à faire porter le kéfier, ou ne serait-ce que quand on parlait. Est-ce que c'est resté un objet très politique, ou est-ce qu'aujourd'hui, maintenant, on est passé outre ? Je pense qu'en France, c'est vraiment devenu quelque chose de mode. Ici, en Israël, non, il y a un autre sentiment et on ne peut pas juste le rendre aussi léger et se dire que, allez, c'est juste un truc à acheter sur Internet. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit des vieilles photos des années 1900-1920, où on voit des sionistes qui portaient le kéfier pour s'adapter à la culture locale. C'est intéressant. Alors, on va revenir maintenant à l'aspect business de la paix. Est-ce que, d'après vous, c'est un peu provoque comme question, mais est-ce que être estampillé paix peut amener à certaines dérives d'ONG ou voilà, est-ce que la paix peut être un business ? Alors, j'ai simplement dire ce que j'ai vu dans un article de Haaretz, si je ne dis pas de bêtises, sur justement le membre d'une ONG qui expliquait qu'en effet, il touchait pas mal d'argent, surtout les dirigeants d'ailleurs. Donc, c'est de poser un certain problème. Ça lui posait d'ailleurs lui-même un problème. Vous travaillez dans une ONG, Sarah ? Oui, et alors j'ai une expérience complètement différente et j'ai donc étudié à la Harava, je travaille pour Yala Young Leaders et je suis avec Kids for Peace à Jérusalem et je vois pas l'argent en tout cas. Et c'est vrai que si un jour ça devenait des relations internationales plutôt que la paix, je serais ravie. Mais en tout cas, de mon côté, je pense pas que qui que ce soit se fasse vraiment de l'argent sur le dos de la paix. Est-ce que c'est pas plus facile de monter un projet en disant voilà, on prône la paix entre Israéliens et Palestiniens aujourd'hui pour monter un festival, avoir des financements, vous qui vivez ça de l'intérieur ? Alors je suis sûre qu'on peut croire que ça se passe comme ça, mais pour avoir de l'argent, il faut remplir plein de documents, il faut montrer qu'on est légitime, il faut exactement expliquer ce qu'on va faire avec chaque centime. Et donc non, c'est vraiment pas si facile que ça. Mais est-ce que c'est quand même beaucoup d'argent public qui pourrait être finalement dépensé sur le terrain dans d'autres actions, non, finalement ? Et en Europe, il y a combien d'argent qui va à l'Union européenne ? C'est un petit peu la même idée. L'Europe donne entre 5 et 10 millions d'euros par an à des programmes de coexistence. Est-ce que c'est pour donner une bonne conscience ou est-ce que ça a une vraie utilité sur le terrain Israël ? Alors, à mon avis, il y a des deux. Bien sûr, il y a une bonne conscience qui se donne un petit peu, mais réellement, il y a besoin d'argent. C'est ce que vient de dire Sarah. Il y a un réel besoin. Mais ensuite, c'est savoir vers qui on le donne. Il y a peut-être certaines associations qui ont des marques, je dirais au point de vue marketing, plus intéressantes pour récolter de l'argent. C'est vrai que les deux noms qui reviennent souvent, c'est Shalom Arshav et B'Tselem. C'est justement dans cet article de Haaretz où il revenait d'ailleurs ces deux noms. C'est peut-être pour ça que... Derrière toutes ces organisations, derrière ces deux grandes organisations dont on connaît les noms, il y a une dizaine de petites organisations qui travaillent vraiment sur le terrain avec des petits groupes de personnes et qui ont vraiment un effet... Et dont on ne parle pas assez souvent. Exactement. Très bien, habituellement les blogueurs nous ramènent leur meilleur site. Là, ils nous parlent de paix pour un coup de clic 100% pacifié. C'est maintenant. On va commencer avec le choix d'Israël. Vous allez mettre une initiative de paix qu'on trouve sur Internet en avant. C'est laquelle ? C'est Eretz Shalom. C'est une association. Au début, ça peut paraître un peu étrange. Ce sont des colons israéliens qui décident de dire bah voilà, nous, on est sur place. Les Arabes sont aussi sur place. On va essayer de vivre ensemble. Donc, c'est le rabbin de Tekoa, Fruman, c'était son nom, qui avait mis en place cette initiative. Parfois un peu naïvement, mais peut-être qu'il faut
un petit peu de naïveté de temps en temps dans un monde un petit peu trop cynique. Donc une association de colons pour la paix, c'est ça? Exactement. Sarah? Alors moi, ce sera sur la page de Yala Young Leaders sur Facebook. On a une campagne qui s'appelle No More Excuses. Voilà. Et donc, on a reçu des photos du monde entier et de tout le monde arabe également pour dire plus d'excuses. Maintenant, il est temps de s'asseoir et de parler d'accord de paix. Très bien, merci à tous les deux. C'est la fin de ce magazine. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci de nous suivre chaque semaine. Et merci à toute l'équipe qui travaille à préparer Social Blog, les adresses des blogs, les bonus et les coulisses de l'émission. Ça sera sur notre page Facebook. N'hésitez pas à nous écrire, à prolonger le débat. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, avec les blogueurs pour un Social Blog tout neuf. Et d'ici là, restez connectés.